Tout système complexe, même le plus effroyable, a une sorte de plan, un schéma directeur. Aujourd'hui, on va examiner la mécanique systématique de la terreur totalitaire. La question est glaçante, mais essentielle. Cette analyse va décortiquer le schéma qui a permis à deux des régimes les plus brutaux du XXe siècle de transformer une simple idéologie en une véritable machine à persécuter et à tuer. Pour comprendre la machine, il faut d'abord regarder ceux qui l'ont conçue. On commence donc avec les architectes eux-mêmes, ceux qui ont pensé et dirigé ces vastes systèmes d'oppression. Alors, au sommet, on retrouve, bien sûr, Hitler et Staline. Et ce qui est frappant, c'est que même si leurs idéologies étaient très différentes, leurs méthodes de pouvoir, elles, présentaient des parallèles incroyables. Tous les deux ont consolidé un pouvoir absolu, en éliminant méthodiquement toute forme d'opposition. Ils ont bâti des cultes de la personnalité surpuissants, se présentant comme des figures quasi divines, infaillibles. C'est ce contrôle total, nourri par un fanatisme idéologique sans borne, qui va jeter les bases d'une terreur d'État à une échelle, une échelle sans précédent. Parce que pour qu'une telle terreur fonctionne, il lui faut un carburant. Le fondement de ces systèmes, c'était des idéologies qui définissaient des groupes entiers de personnes non pas comme des adversaires, mais comme des ennemis à éliminer. Du côté nazi, le moteur, c'était cette obsession fanatique pour la pureté raciale. Dans leur vision du monde, la question juive n'était pas un enjeu politique ou social, non, c'était un problème biologique. Et un problème biologique, selon eux, appelait une solution finale. En Union soviétique, c'était différent. L'idéologie était fondée sur la lutte des classes. Le régime a donc inventé cette catégorie terrifiante et volontairement floue, les ennemis du peuple. Et là-dedans pouvait mettre n'importe qui. Des paysans un peu trop riches, des intellectuels, des artistes, n'importe qui pouvait être étiqueté comme tel et donc purgé au nom de la révolution. Mais attention, ces systèmes monstrueux ne sont pas apparus du jour au lendemain. Avant d'atteindre leur pleine puissance, des premiers camps ont servi de terrain d'expérimentation pour perfectionner les méthodes de contrôle et de déshumanisation. Ces laboratoires, ce sont des camps comme Dachau en Allemagne, ouvert dès 1933, ou celui des îles Solovki en Union soviétique, créé 10 ans plus tôt, en 1923. À ce stade, ce ne sont pas encore des usines de la mort, mais ce sont des lieux où l'on teste, où l'on affine les techniques de la terreur. Prenons Dachau. Là-bas, les nazis vont perfectionner une véritable guerre psychologique. Le but n'était pas seulement d'enfermer les corps, mais de briser les esprits. Les peines, indéfinies. Personne ne savait s'ils sortiraient un jour. Les règles, totalement arbitraires. Elles changeaient tout le temps. La survie dépendait du simple caprice d'un garde. Il y avait aussi ces jeux sadiques, comme des simulacres de pendaison. Tout, absolument tout, était conçu pour anéantir la volonté, pour détruire la personne bien avant de détruire le corps. Et ces systèmes expérimentaux vont ensuite évoluer pour devenir deux types de machinerie industrielle bien distinctes, chacune avec un but final très différent. D'un côté, le système concentrationnaire nazi qui va atteindre son apogée avec des usines d'extermination comme Auschwitz. Là, la fonction première, c'est le meurtre industrialisé. De l'autre côté, le goulag soviétique, qui est devenu un gigantesque empire de travail forcé. Sa logique n'était pas d'abord l'extermination, mais bien l'exploitation économique. Il fallait utiliser des millions d'esclaves pour les grands chantiers de l'État. Le produit final de Auschwitz, c'était la mort. Plus d'1,1 million personnes y ont été assassinées. Le système était d'une perversité totale. Il fonctionnait comme une entreprise. Des sociétés comme IG Farben produisaient le gaz Zyklon B, qui était utilisé dans les chambres à gaz. Et si Auschwitz produisait la mort, le produit des camps les plus terribles du goulag, comme la Kolyma, c'était les ressources. Chaque année, les prisonniers y extrayaient 52 tonnes d'or pour l'État soviétique. Ils étaient, littéralement, exploités jusqu'à la mort par des températures de moins 50 degrés. Alors oui, les objectifs principaux différaient peut-être, mais le coût humain, lui, a été dans les deux cas absolument catastrophique. On parle d'une échelle qui dépasse l'entendement. Pour les nazis, cette idéologie de pureté raciale et d'annihilation a mené tout droit au meurtre systématique et industriel de 6 millions de juifs. Pour les soviétiques, cette idéologie de la purge permanente des ennemis a conduit à l'emprisonnement de 20 millions de personnes dans cet immense archipel de camps que l'on appelle le goulag. Et derrière ces chiffres qui donnent le vertige, il y a des individus, des êtres humains, des corps simplement abandonnés dans la neige, sur des chantiers comme celui du canal de la Mer Blanche. Un témoignage brutal du mépris absolu de ces systèmes pour la vie humaine. La leçon de ces systèmes est terrifiante. Elle nous dit que le meurtre de masse ne naît pas du chaos, bien au contraire. Il naît de schémas organisés, bureaucratiques, et qui commencent tous, systématiquement, de la même façon, en déclarant que certaines vies ont moins de valeur que d'autres.